Je vous propose de parler, bien sûr. Je vais vous partager des petits dessins que j'ai fait faire qui sont assez sympathiques. Mais l'idée aussi, c'est que je puisse répondre à vos problématiques, à vos questionnements, que ce soit personnel ou parce que professionnellement, vous entendez ce genre de choses dans vos professions ou associations. Et qu'on puisse comme ça avancer en fait concrètement, parce que il s'agit pas tant d'une expertise sur la sexualité et la maladie chronique, il s'agit surtout de parler de choses sensibles, de se dire que ça restera toujours une philosophie d'être en lien, et que bien sûr, on adapte une sexualité, une intimité à toutes les expériences de vie que l'on traverse, qu'on n'a pas choisies, mais pour lesquelles il est bon de venir s'assouplir. Et quand on est un peu seul, quand on manque après d'énergie et de créativité, et bien finalement, on renonce. Et l'objet de notre rencontre ce soir, c'est aussi de nous dire que quand on est en couple, et qu'on vit avec une maladie chronique, l'un des deux vit avec une maladie chronique, ça se répartit de façon très différente sur les deux partenaires, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a qu'un qui soit touché. Alors forcément, ça impacte l'intimité. Donc l'idée en fait de ce soir, c'est de pouvoir vous dire que quand on vit avec une maladie chronique, à partir du moment où on a un diagnostic, il est normal qu'il y ait une rupture avec la sexualité d'avant. Je crois que la chose essentielle à débuter pour le couple, c'est de faire le deuil de la sexualité d'avant. Et c'est pas moche. C'est pas moche parce que quand on fait le deuil de quelque chose, il y a la place pour la naissance d'une autre relation. Donc en fait, je crois que vraiment, plutôt que d'essayer de faire un peu comme avant, ne pas y arriver, du coup pas trop faire, essayer de maintenir un lien, mais qui était sous la forme de partage physique et sexuel avant la maladie, vraiment, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Par contre, ce qui est bien dans le couple, c'est de partir en fait comme si chaque jour nous étions vierges, comme si c'était la première fois qu'on se rencontrait. À la base, je voudrais vous proposer une petite idée assez rigolote, qui est un contrat d'amour à durée déterminée. Parce que quand on se met en couple, il y a en fait énormément de choses que l'on pense un peu tacites, que l'on ne se dit pas, parce qu'on a tous nos croyances et nos idéaux sur le couple. On se rend compte après un certain temps en plus que généralement, ce que l'on fantasmait est quand même très loin de la réalité, qu'à chaque expérience compliquée du couple et de la vie, on voit bien qu'on prend cher quand même dans la relation. Bien sûr qu'on aimerait que chaque épreuve nous rapproche. Ça, sur le papier, vraiment, on adorerait. Mais on oublie aussi de penser que parfois, avant de nous rapprocher, les expériences de vie viennent vraiment chambouler le couple. Donc, avec une maladie chronique, il y a une personne qui a des symptômes qui n'est plus la même, je dirais elle pour cette personne. Et puis l'autre qui n'a pas de symptômes, mais qui du coup voit quand même son quotidien chamboulé aussi. Ce contrat d'amour à durée déterminée, je crois que c'est une façon aussi de créer un lien avec de l'humour. Parce que quand on est en couple, avant tout, on est des compagnons de route. Généralement, on ne se met pas avec quelqu'un qui nous barbe dès le début, même si on se choisit pour tout un tas de bonnes raisons, puis d'autres qu'on ne sait pas trop, qui sont un peu inconscientes et qu'on découvre au fil du temps. Je crois quand même que c'est une personne avec laquelle on s'est senti bien dès le début. Donc, ce compagnon de route, c'est bien de ramener un peu de légèreté. Parce que finalement, la sexualité, c'est joyeux avant tout. Et avant d'arriver à la sexualité, il y a tout un tas de qualités relationnelles qui font que c'est importante. Et je crois que quand on a une maladie chronique et que dans sa tête, on aimerait avoir la sexualité d'avant,
Et on se coupe de ce lien à l'autre. Je pense qu'il y a un espèce un peu de fantasme, peut-être pour les deux, que on va continuer comme on faisait avant, et du coup, comme ça marche pas, on fait plus. Il faut se rendre compte aussi que moins on fait l'amour et moins on en a envie. Enfin, ça, c'est une évidence, hein. C'est triste à se dire, mais vraiment physiologiquement, moins on fait l'amour, moins on en a envie. Et des fois, dans la vie, il y a des périodes compliquées où on arrête complètement de faire l'amour. On a le droit, ce sont des périodes. Et après, c'est compliqué on dit relancer la machine. J'aime pas ça parce qu'on n'est pas des machines, mais c'est compliqué de retrouver le lien intime. Et je crois que ça passe quand même avant tout par le jeu, la complicité, la légèreté. Alors ce petit contrat d'amour à durée déterminée, il pourrait venir poser les bases de laisse-moi de temps en temps. Alors il y en a un qui écrit, donc généralement c'est la personne qui porte la maladie chronique. Laisse-moi de temps en temps être de mauvaise humeur. C'est pas forcément contre toi, mais c'est contre mon état. De pouvoir dire permets-moi d'être très fatiguée, d'en être désolée, d'avoir de l'aigreur. Permets-moi d'avoir envie d'essayer de faire l'amour et que finalement, au bout d'un très court moment, je me rends compte que c'est parti, je n'en ai plus envie, ne m'en veux pas. Vous voyez l'idée, c'est de venir poser un peu comme ça des bases et puis de pouvoir dire je suis vraiment d'accord pour aussi prendre soin de toi, pour pouvoir te donner du plaisir autant que je pourrais le faire. Mais si au bout d'un moment, je m'en vais, je coupe le lien, ne m'en veux pas. Vous voyez, c'est une façon de tourner un peu à la légèreté quelque chose de très grave parce que si ça amène de la souffrance, le lien intime, c'est qu'on n'a pas tiré le bon fil, en fait. Et on a le droit parce qu'il n'y a que ceux qui ne tentent rien, qui n'échouent pas. Et l'intimité du couple, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des potes. C'est ce qui fait aussi que on peut avoir cette complicité l'un avec l'autre, parce que généralement, il n'y a que la personne avec qui on est, avec qui on partage cette intimité, si le cadre est la fidélité. Après, c'est vrai que la maladie chronique favorise pas beaucoup l'infidélité quand même. Je n'ai pas trouvé de statistiques là-dessus, mais je serais assez curieuse de voir que l'infidélité d'une personne ayant une maladie chronique soit très élevée. Ça aussi, ça déséquilibre beaucoup dans le couple parce qu'il y en a un pour qui d'un coup tout reste toujours possible et puis pour l'autre quand même, non, pas tout à fait. Donc ça crée des craintes aussi. Et souvent dans ces peurs, peut-être peur de perdre l'autre, qu'il aille voir ailleurs alors qu'il nous dit qu'il est fidèle, on n'ose pas aborder les choses. Je crois que l'intimité, avant tout, c'est avoir le courage de dire. Je me suis longtemps demandé, mais en fait, pourquoi dans le couple, on n'ose pas se parler sexualité, intimité? Et en fait, ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on a peur de blesser l'autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que notre intimité. Si on fait des reproches sur notre façon d'être sexuelle, intime, érotique, ça vous démolit. Vraiment, hein. Et il y a pas les hommes qui sont plus sensibles que ça. Nous, les femmes aussi, la sexualité, c'est cette intimité de nous, c'est ce qui nous touche le plus finalement, quelque part. Donc, je crois que dans ce contrat d'amour à durée déterminée, peut-être le temps d'un traitement particulier ou le temps d'une saison, de faire un petit point avec quelques autorisations pour relancer un peu de joie et de remettre du cadre, de redécouvrons-nous, permets-moi de temps en temps d'éteindre la lumière ou au contraire d'allumer la lumière. Vous voyez, on a besoin d'être orienté parce que quand on vient rompre avec une façon dont on avait l'habitude de faire l'amour avant, on se retrouve un peu comme des ados. On ne sait plus comment faire. On ne sait pas comment faire. Il n'y a pas de film, il n'y a pas énormément de matière non plus sur le net pour trouver. Mais en fait, quand on n'est plus comme avant, comment on fait l'amour? Et c'est vrai que c'est une grande question. Mais j'ai envie de dire, en fait, on a la réponse à l'intérieur de nous et on est deux pour faire ça. Et c'est vrai que c'est compliqué de s'ouvrir à des façons d'être ensemble
alors qu'on avait peut-être l'habitude depuis très longtemps, ou même pas très longtemps, mais qu'on avait l'habitude d'être avec l'autre d'une certaine façon, et là, il faut de nouveau changer. On va se dire souvent que parmi tous ces traitements, ces angoisses, ces fatigues et tous ces changements, bouleversements de vie, franchement, on n'a vraiment pas envie de se casser le cucu avec le sexe. J'ai envie de vous dire, oui, oui, vous avez le droit, hein, mais je crois que quand même, c'est une erreur parce que les extrêmes n'ont jamais été bons à travers l'histoire. On le sait. Et donc, dans ces extrémités, je crois que c'est toujours intéressant d'avoir la voie du milieu. Ce qui est génial dans la voie du milieu, c'est qu'elle fluctue, cette bichette. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez trouvé votre 50-50, ça y est. Non, cette voie du milieu, elle ondule. Elle va un peu plus dans votre monde à vous, dans votre côté, et puis elle va aller un peu plus dans le côté de l'autre. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est qu'on ne peut pas écrire dans le marbre comment est-ce que notre vie érotique va pouvoir se passer quand on vit avec une maladie chronique. Mais j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est ça qui nous donne envie aussi de recommencer à faire l'amour. Sinon, on fait l'amour avec sa tête. Et je vais vous partager un petit dessin qui va vous expliquer ce que je suis en train de vous dire sur, en fait, la sexualité, c'est quoi? Sur quoi repose notre désir? Pourquoi d'un coup, on n'a plus de libido? Alors, bien sûr, quand on a des traitements, ça joue beaucoup, mais pas que. Il y a plein d'autres choses autour. Alors, je vous partage mon petit dessin. Crac. Je vous remets ma caméra, si elle veut bien. Crac. Ok, super. C'est bon, vous m'entendez? Ok. Alors, en fait, ça, on va se le mettre là. Hop, super. Je crois qu'en fait, l'érotisme, l'intimité, pour moi, ça repose sur 3 choses. À la base de tout, vous avez le feu du désir. Ce feu du désir, il n'est pas seulement sexuel. C'est aussi sa façon d'être en vie, cette pulsion de vie que l'on a. Ce feu qui crépite, ce feu qui fait qu'on arrive à tenir le coup dans toutes les épreuves que l'on traverse, tous ces traitements qu'on va essayer, endurer, supporter, tous ces adaptements que l'on met en pratique au quotidien pour vivre. Ça, c'est vraiment pour moi le feu du désir. Et en fait, ce feu, c'est à nous de l'entretenir. C'est à nous d'aller ramasser du petit bois au quotidien autour de nous. Et c'est pas forcément sexuel. C'est les choses que l'on va prendre du plaisir à faire. Bien sûr, ça peut être des moments en famille, des sorties, des lectures, des centres d'intérêt. Ça peut être de faire du sport. Ça peut être bien sûr tout ce qui est dans le soin de soi. De se coiffer, de prendre soin de sa peau, un moment d'être sous la douche, d'apprécier le savon, peut-être de cuisiner, de manger quelque chose qu'on adore. Et puis, si on n'a plus trop les goûts ou les odeurs, de se souvenir de ce que c'était. C'est une Madeleine de Proust, en fait, ce feu du désir aussi, mais il est très enraciné dans le présent. Tout cela va venir alimenter ce feu du désir, cette pulsion de vie. Bien sûr, il y a aussi toutes les autres fois où on a fait l'amour et où c'était vraiment chouette. Mais je vous expliquerai plus tard que faire l'amour, c'est pas toujours ce que l'on pense. C'est pas toujours une histoire de nudité et de pénétration. C'est des moments intimes, des moments de qualité à deux. Sur ce feu du désir, il y a une marmite qui représente notre excitation. Alors, cette marmite, en fonction des jours, des périodes, sa taille peut changer. Parfois, elle a la taille d'un dé à coudre. Parfois, c'est le chaudron d'Astérix. Mais c'est important d'avoir quand même cette marmite parce que c'est ça qui nous fait en fait passer à l'acte. Parce que sinon, on peut être aussi avec cette potion magique au-dessus qui va être nos sentiments, ce sentiment d'amour, toutes nos idées un peu érotiques, nos fantasmes, l'envie de refaire l'amour, d'avoir du plaisir. Vous voyez, toutes ces histoires que l'on a dans nos têtes qui sont pas forcément ni des films porno, ni des livres érotiques, hein, mais tout ce que l'on a comme idée de la sensualité, du plaisir,
eh bien, ce cocktail-là venant du cerveau va venir remplir notre marmite d'excitation qui va bouillir grâce à notre feu de vie. On peut très bien n'avoir qu'un cocktail, c'est-à-dire qu'on vit avec énormément d'amour, de sentiments, de respect, de joie, mais s'il n'y a ni excitation ni désir, cela va rester dans la tête. C'est-à-dire que dans le couple, il pourra y avoir des discussions vraiment enrichissantes, extraordinaires, avoir une très belle complicité, mais ça peut aussi rester uniquement au niveau du cerveau. Il y aura besoin d'une marmite d'excitation. C'est un peu le corporel, en fait. C'est le corps, c'est notre corps, c'est la peau, cette marmite. Et bien sûr, s'il n'y a pas de feu en dessous, eh bien, tout cela va rester un peu distant, un peu froid. Donc, le feu du désir, il est vraiment très important de l'alimenter au quotidien de façon très simple, par des petites joies au quotidien, ou souvent, de les remarquer, de se dire, ah tiens, là aujourd'hui, je trouve que je respire bien, j'arrive à bien marcher, je me suis acheté un nouveau savon sous la douche parce que ça, on n'y pense pas, mais c'est quand même un sacré petit plaisir, ça sent très bon. Je me passe de la crème sur les bras, c'est un petit plaisir et il est important de les collecter au quotidien, ce petit bois. Et bien sûr, dans le feu du désir, après, on peut ramasser des très gros rondins, hein, c'est pas le minimaliste qui compte, c'est que aussi de partager un moment intime, corporel avec la personne que l'on aime, malgré toutes les épreuves de vie que l'on vit, je crois que ça aussi, c'est essentiel dans le couple, même si c'était pas comme avant. Alors bien sûr, parfois, on peut simplement être excité et puis avoir un cocktail hormonal extraordinaire et de pensée, et c'est génial, hein, vraiment. C'est un peu comme un fast-food, je crois. C'est-à-dire que c'est une pulsion, c'est une tension, on va faire l'amour, mais du coup, ça va pas durer dans le temps. Il y aura pas d'intégration. Parfois, on est dans le désir, vraiment, mais il n'y a pas de marmite, il n'y a pas de corps. Donc, en fait, le cocktail au-dessus des idées et de l'amour va rester un peu planant et il n'y aura pas de contact physique. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je dis simplement que des fois, c'est bien aussi de pouvoir avoir un mélange de tout. Et que quand nous avons un feu du désir qui crépite, sur lequel repose une marmite d'excitation, c'est-à-dire du corporel qui est présente et dans lequel on va alimenter avec notre cœur et notre cerveau tout un tas de choses, là, effectivement, on a un moment d'intimité corporelle qui est vraiment très puissant, très relaxant et qui vient nourrir longtemps la relation. Parce qu'un fast-food va vous nourrir, je donne cet exemple parce que je crois que ça c'est vrai, ça va vous nourrir 1 heure et puis 1 heure après, en fait, c'est comme si vous n'aviez rien mangé. Alors que si vous mangez une assiette gastro, par exemple, d'un plat gastronomique, c'est tous vos sens qui sont en éveil. Même s'il y a 3 bazars dans l'assiette, en fait, vous allez être nourri par tellement de choses que finalement, vous n'allez pas avoir faim en sortant parce que tous vos sens vont être nourris. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir ces 3 niveaux. Alors bien sûr, quand on prend des médicaments, il se peut que la libido n'existe plus. Bien sûr, c'est vrai. Il vous restera toujours le feu du désir. C'est votre Madeleine de Proust. Comment est-ce que vous avez envie de vivre? Ça, c'est une décision. Et bien sûr que ce feu du désir, il est aussi alimenté avec l'autre. Il est alimenté avec l'autre, surtout si cet autre est d'accord pour amener peut-être des morceaux de bois différents de ce qu'il faisait avant. Parce que la façon dont vous aviez l'habitude de vous rapprocher avant que vous soyez avec une maladie est très différente maintenant. On ne peut plus recréer les mêmes rituels. Quand il y a des douleurs, je pense notamment à la pénétration, il ne faut pas s'acharner non plus. Je crois que c'est très bien de pratiquer tout un tas d'autres choses qui ne s'appellent absolument pas des préliminaires. Ça s'appelle faire l'amour parce que personne n'a dit que l'homme était un bâton de joie et que la femme était une grotte humide et chaude à remplir. Donc, je crois que c'est important aussi de se dire que la pénétration, c'est génial. Je pense qu'on peut tout être d'accord avec ça, jusqu'au moment où ça ne l'est pas.
Et c'est dommage de se priver de moments d'intimité, de sexualité, parce que il y a des douleurs au niveau génital. Finalement, il n'y a pas que ça. Je pense aussi beaucoup dans les cancers de la prostate. Voilà, s'il n'y a pas d'érection, on se dit que il n'y a pas de rapport sexuel. Alors bien sûr, il existe maintenant des alternatives pour avoir une érection. Parfois, c'est au prix de grosses douleurs. Je crois que c'est bien d'aller explorer aussi différentes choses. C'est pas des petits plaisirs. On peut avoir tout un tas d'orgasmes orientés ailleurs que dans les organes génitaux. Bien sûr, encore une fois, je vous le dis, ils sont beaucoup plus accessibles et peut-être beaucoup plus flagrants, mais en fait, c'est comme si on boudait les autres plaisirs que l'on peut avoir avec son corps. Et surtout, quand même, le meilleur médicament du plaisir, c'est la relation. Si ce moment-là, qu'il dure 5 minutes ou 2 heures, c'est un moment de complicité, de joie, de détente et de plaisir, je me dis c'est quand même dommage de s'en priver parce qu'on ne peut plus faire l'amour comme avant. Mais ça demande beaucoup d'efforts au début parce que les deux doivent être d'accord pour rompre la façon dont on faisait l'amour avant. Et puis, bien sûr qu'on est satisfait de sa vie sexuelle d'avant parce que toute notre vie d'avant nous satisfait souvent. Mais des fois, c'était déjà pas non plus forcément toujours le Pérou, cette histoire. On pouvait trouver ça sympathique, mais bon. Et je crois que plus les années passent et plus il est possible d'alimenter sa vie intime et érotique et d'en faire quelque chose de mieux en mieux. Sincèrement, ce n'est pas juste comme ça un souhait que je jette à la fontaine, c'est que j'ai vraiment vu des couples très âgés avoir une intimité extraordinaire et ça se sentait d'ailleurs, hein, ils avaient une énergie très érotique, donc je veux dire, il faut pas se laisser non plus rentrer dans un moule culturel où la façon de faire l'amour c'est comme ça et du coup si on peut pas faire comme ça, on fait pas. Le couple, c'est aussi beaucoup de quotidien, c'est pas toujours facile à gérer, mais je crois que l'intimité, c'est ce qui permet de détendre tout le monde. Je voudrais dire aussi que pour la gestion de la douleur, un moment intime peut aussi énormément aider à gérer la douleur. Parce que quand on a du bien ailleurs dans son corps que l'endroit ou les endroits qui sont douloureux, eh bien, ça apaise quand même la douleur. Quand il y a quelque chose de douloureux, il y a dans le cerveau un mécanisme qui fait que tout vient se concentrer dessus. Alors, bien sûr, on devient un grand champion quand on a une maladie chronique, c'est qu'on devient multitâche. Donc, on peut se concentrer sur sa douleur et faire de nombreuses tâches à côté. Chouette, profitons-en pour faire l'amour aussi, puisqu'il y a toutes ces autres tâches qui sont là, toute cette concentration, toute cette activité. Pourquoi ne pas en profiter pour alimenter son couple ? J'arrête mon partage. Crac. Super. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, j'en vois. Ah non, c'était pas des questions. Ok. Bien sûr, ce qui est difficile au début, c'est de sentir de nouveau qu'on est un peu comme quand on avait 15 ans. On ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait pas comment embrasser, on ne sait pas comment caresser. Ça, maintenant qu'on est plus grand, je crois que c'est le moment d'en rire justement beaucoup et de se dire, OK, je ne suis plus comme avant. Du coup, toi non plus, hein, parce que les années ont passé. Moi, c'est vrai que j'ai des douleurs, j'ai de la fatigue et j'ai tout un tas d'autres choses certainement. Mais si on s'amuse ensemble, on peut apprendre à se redécouvrir. L'érotisme, c'est ça aussi. C'est continuer à rester curieux du corps de l'autre. Je pense qu'on se trompe quand on dit qu'on connaît l'autre par cœur, qu'on pourrait presque finir ses phrases. En fait, c'est assez réducteur. Mais le plaisir, c'est pareil. C'est qu'on ne peut pas se dire, voilà, moi, dans ma vie sexuelle, ce que j'aime, c'est ça, ça, ça. Oui, génial. Et en même temps, il y a aussi tout un tas d'autres choses qui peuvent arriver avec le temps. Rappelez-vous qui aimait les choux de Bruxelles à 8 ans. C'est très rare. Bon, en grandissant, ils sont un peu plus nombreux, les fans de choux de Bruxelles. Et moi, j'attends mon tour encore. Mais pas encore. Mais je n'abandonne pas.
Des fois, je regoute les choux de Bruxelles. Ben, je crois que sur l'intimité, la sexualité, c'est pareil. On peut être très fâché de se dire, bon sang, même ça, je peux plus le faire. Mais en fait, si c'est chouette, ok, ça, je peux plus faire comme avant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir essayer de chercher d'autres? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Parce que quand on garde de la complicité physique avec l'autre, en fait, ça aide aussi, ça recharge l'énergie, ça apaise les tensions et ça continue de créer cette connivence et c'est un peu une communion quand même, un couple. Hein. Bien sûr, c'est deux individus, mais qui forment une unité couple. Donc, c'est pas une histoire de fusion ou de distance, c'est que ces deux individualités vont créer une autre individualité qui est le couple. Et en grec, il y a un mot qui est très fort pour ça, ça s'appelle le nous. Et c'est très rigolo parce que nous, on sait nous. Et c'est pas seulement une première personne du pluriel, mais un peu quand même. Parce que moi plus toi, ça fait un nous. Mais dans ce nous, c'est le degré le plus élevé d'amour où vous avez l'amical, l'érotisme, l'amoureux, la tendresse, le sexuel, jusqu'à l'âme. C'est que on s'aime jusqu'à l'âme. Ça, c'est fantastique quand même, je trouve. Et comme on est humain, et ben des fois, on s'oublie un peu, on traverse des moments difficiles, donc forcément, on essaye de faire comme on peut pour gérer les émotions, le quotidien, mais la complicité intime, elle est magnifique et il y a des choses très simples à redécouvrir sur les caresses. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très tactiles. Alors c'est vrai que pour la vie érotique, c'est pas très facile. Et ben vous savez, c'est comme les chatouilles. Il me semble que plus on chatouille une zone chatouilleuse et plus on arrête de trouver ça insupportable et on va peut-être même trouver ça assez rigolo et sympathique. En fait, le toucher, c'est pareil. C'est qu'au début, on peut ne pas l'apprécier, pas seulement au niveau des zones qui sont douloureuses de notre corps, mais de façon globale. De se dire, moi, c'est fait pas partie de mon éducation, j'ai pas été élevée comme ça. Ok, mais nous ne sommes plus les enfants que nous étions. Donc aujourd'hui, on peut en tant qu'adulte aussi décider d'acquérir de nouvelles compétences, de découvrir de nouveaux mondes. Et c'est vrai que le toucher, ça en fait partie. Et dans le toucher, il y a différentes façons de se toucher. On n'est pas obligé de se toucher toujours de la même façon. On peut essayer vraiment d'avoir un contact tout léger, d'effleurer, un contact plus pressant, un contact carrément plus prenant et de voir en fait avec l'autre comment est-ce qu'on réagit sur ces touchés. Il y a une autre chose très simple qui est le baiser. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que souvent, dans un couple, quand on se connaît depuis longtemps, on se bécote, on ne s'embrasse plus. C'est-à-dire que ça devient un baiser réflexe. Un peu comme nous tous, tous les jours, on se dit « Ah bonjour, ça va ?» En fait, personne n'attend la réponse à cette question. Je suis toujours très choquée. Et si en fait, je me sens pas bien, je vais jamais oser le dire parce que j'ai compris que c'était juste un code. Eh bien, les baisers, des fois, dans le couple, sont devenus juste un code. C'est de se dire, voilà, t'es pas mon pote ou t'es pas ma pote, donc je te fais un bisou, mais il n'y a pas d'âme derrière. Il y a vraiment là aussi différentes façons de s'embrasser. Ça peut être un petit bisou dans la nuque, sur le front, sur la joue, sur le coin des yeux. Ça peut être un bisou beaucoup plus appuyé, beaucoup plus long. Et puis, vous savez, ces baisers de cinéma. Mais avant de sortir la langue, ils se regardent quand même. Sinon, on est tous d'accord pour dire que c'est très, très bizarre d'arriver sur l'autre la bouche ouverte. Ce moment de se regarder dans les yeux, ça, c'est extraordinaire. Et vous savez pourquoi on ne le fait pas souvent? Parce que c'est tellement puissant que ça libère tout un tas d'émotions. Mais en fait, ces émotions, elles ont besoin de sortir. De tristesse, une fois qu'elles sortent, en fait, il y a énormément d'apaisement derrière. Et dans le regard de l'autre, d'un coup, il peut y avoir aussi cette joie d'être ensemble. Et après, effectivement, d'être dans du contact. Et puis, des fois, ça peut aussi aller un peu plus loin. On peut venir caresser son corps, on peut venir se frotter, on peut venir se masser. Et à un moment donné, ça y est, c'est fini, c'est parti. Fini, plus envie, avec un gros blocage. Mais ça aussi, ça se dit, bon sang. On peut aussi se dire, écoute, là, vraiment,
Moi, j'y arrive pas. Et on peut faire même une petite pause. Pourquoi est-ce que ce serait définitif, fini pour le mois? Non, on peut se faire une petite pause, peut-être partager un jus de fruits, j'en sais rien, mais quelque chose qui vient rompre cet état et que ça soit pas une déception personnelle. Vous vous rendez compte qu'en sexualité, quand même, on se met énormément de pression, alors qu'à la base, c'est quelque chose pour nous faire plaisir, c'est de la joie. On se met une pression de malade. Alors, vous voyez, on n'est pas tous les rois du SM, mais je trouve qu'on est quand même assez maso finalement. Parce qu'à un moment qui est censé être agréable de plaisir et de complicité, on s'en fait un espèce de marathon incroyable. Non, c'est quelque chose de joyeux et puis ben voilà, on a le droit de plus avoir envie, on a le droit d'avoir mal, on a le droit d'un coup de partir et puis d'avoir du mal à le revenir, mais en fait, on est à deux à pédaler sur ce petit vélo rouge de la sexualité. Donc, quand il y en a un qui s'en va, bon, bah voilà, soit l'autre continue de pédaler pour redonner un peu de mouvement, soit on fait une petite pause au bord de la route, on installe sa petite serviette de pique-nique, on discute et puis on peut reprendre son vélo érotique après. Parce que le lien intime, c'est vraiment ce qui entretient la relation. Et je n'ai pas à vous dire faire l'amour d'une bonne façon, c'est faire ça, 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 ça. Non, parce que ça, heureusement, c'est la magie de chaque couple. Et en plus, ça ne cesse d'évoluer. Mais encore faut-il s'autoriser à évoluer. Donc, sortir d'un carcan de faire l'amour, c'est ça, 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 ça. Et juste aussi de se dire, mais c'est un bon moment avec mon corps, mon cœur et mon âme. Ça ne peut être que fantastique. Les jouissances ne sont pas forcément dues à des stimulations des organes génitaux. On peut très bien avoir aussi des orgasmes en ayant un contact avec tout un tas d'autres parties de son corps. Sauf que comme ces zones ne sont souvent pas stimulées, c'est comme si elles étaient endormies, un peu la belle au bois dormant. Et il faut un contact, une stimulation pour que petit à petit, ça se réveille. Mais il ne faut pas croire que si vous n'avez jamais eu d'orgasme lorsque on vous massait les pieds ou lorsque délicatement avec une petite plume on vous chatouillait la nuque, ça ne veut pas dire que jamais ça ne vous arrivera. Ça veut dire que c'est aussi une zone endormie et que potentiellement chaque centimètre carré de notre corps est potentiellement orgasmique. Ce sont des niveaux d'orgasme différents, bien sûr, mais bon sang, il n'y a pas de petit plaisir quand même. On a le droit même d'avoir un petit orgasme. On ne va pas faire nos majorettes à ce niveau-là de la relation. Ce qui est compliqué, je crois aussi parfois, c'est que quand on a une maladie chronique et que du coup l'autre n'en a pas, de se dire qu'on le pénalise parce que l'autre continue sa vie. Mais non, l'autre ne continue pas sa vie. Bon sang, vous êtes dans le même bateau. Est-ce que vous pensez que la charge mentale de votre partenaire est la même qu'avant que vous soyez malade? Non. Bien sûr qu'il y a des gens qui font comme si, qui tiennent tout, qui… Oui, mais au fond du fond, c'est pas vrai du tout, du tout. Tout le monde change, le couple change avec ça. Et ça génère bien sûr tout un tas d'émotions qui peuvent être plus ou moins bien exprimées, mais c'est vrai que de vivre avec une maladie, ça permet aussi d'aller visiter ces marécages et d'aller chercher les fleurs de lotus, parce qu'on sait que c'est dans les marécages les plus boueux que poussent les plus belles fleurs de lotus. Mais il faut y aller, les chercher, ces petites fleurs, parce qu'elles ne remontent pas à la surface toutes seules. Et l'intimité vous permet en fait de continuer à évoluer. Qu'est-ce qu'on voit souvent dans le couple avec une personne qui a une maladie chronique? C'est que cette maladie, en fait, parfois, ça va être vraiment un élément détonateur aussi de révélation personnelle, où on se dit, mais en fait, je n'ai plus envie d'être la personne que j'étais avant. Je me rends compte que je ne veux plus ça. C'est vrai que souvent, ça amène un gros travail sur soi aussi d'être malade. Mais l'autre, il ne vit pas ça non plus comme ça dans son corps. Donc l'autre, il n'a pas forcément envie de faire ce travail personnel-là. Mais comme il y en a un qui fait ça et qui se dit, mais moi, je suis là en train de le tirer comme un boulet, je comprends tellement de choses, je m'ouvre à la vie. Oui, parce que quand on est malade, on n'a pas envie seulement de survivre. On ne prend pas tous ces traitements et on ne supporte pas tout ce qu'il y a au quotidien pour survivre.
On a envie de vivre. Et pour avoir envie de vivre, ça passe par différents stades d'émotions. Des fois, on a la rage de vivre. Oui, mais c'est pas péché non plus d'avoir la rage. Mais une émotion, c'est 1 minute 20 sur le papier, physiologiquement. Bon, après, quand ça dure, c'est la petite histoire qu'on se raconte. Et on compose comme ça avec son monde intellectuel, émotionnel. L'autre a le droit de ne pas avoir envie d'évoluer, c'est vrai. On n'est pas là pour lui tirer un boulet de canon à chaque fois qu'on lui dit franchement, si tu faisais ça, ça te ferait un bien fou. Oui, mais l'autre, il n'a pas envie. Alors, dans la relation, c'est vrai qu'on est deux et chacun crée un petit pont sur lequel on se retrouve. Et ça demande des efforts des deux côtés, pas des efforts de l'attention. Chacun va venir construire sa partie de pont et puis on va, d'un côté comme de l'autre, pouvoir aller visiter le monde de l'autre, l'autre va pouvoir visiter notre monde et au milieu, il y a notre couple, le monde que l'on crée avec nos deux univers. Des fois, on est crevé, on n'a plus du tout envie de mettre une brique sur le pont pour continuer à le construire. On aimerait bien que ça nous tombe un peu tout cuit venant de l'autre. Des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas. Et la règle, c'est l'impermanence. Ça ne peut pas tenir gravé dans le marbre. Il y a forcément toujours des équilibres instables. Et c'est pour ça que de ramener cette complicité intime, ça permet de faire face aussi à ça. Je crois que les messages passent aussi beaucoup mieux quand on a ce contact intime, parce que l'intimité, c'est la sécurité. On ne peut pas faire l'amour pleinement avec un feu ardent, une marmite gigantesque remplie de tout un tas d'amour, d'émotions et de fantasmes si on ne se sent pas en sécurité. Et ça, la sécurité de base, comme ça, pour la sexualité, elle est propre à chacun. C'est important d'aller décortiquer sa crevette intime et de se dire, tiens, mais moi, qu'est-ce qui me sécurise dans la sexualité ? Est-ce que c'est de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, faire ce que j'ai envie de faire, que l'autre se charge de tout ou que c'est moi qui fasse tout? Juste aussi d'aller se questionner par rapport à ça. Et est-ce que je peux aussi, des fois, fluctuer? Est-ce que j'ai envie qu'on me prenne en charge, qu'il s'occupe de moi, qu'il fasse tout? Ou est-ce que des fois, j'ai le droit aussi d'un coup d'avoir cette espèce de pulsion extraordinaire où j'aimerais tout manger? Pourquoi pas? Ça ne fait ni de nous, ni des nonnes et des curés, ni des salauds ou des salopes. Le désir, il fluctue. C'est pas quelque chose de violent. Ça peut être aussi des fois une telle tristesse qui s'exprime à travers ce contact physique, qui peut être fantastique. Donc, je crois que c'est important de prendre en compte cette intimité et de rester très rigolo avec ça. Alors, bien sûr, le corps peut être marqué par la chirurgie et les effets des traitements. Je ne vais pas vous dire mettez-vous nu, assumez-vous, mais non, pas du tout. Je crois qu'il faut être doux avec soi-même aussi. Et vous savez, c'est Christophe Fauré, quand il parle du deuil, qui dit que quand on est en deuil, il y a une question importante à se poser, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi? Et c'est pas du tout la question de de quoi j'ai besoin. Parce que quand on fait plus l'amour et qu'on n'a plus d'intimité, on n'en a plus besoin. Ça n'est plus là. Notre feu, il est pas du tout là. Il n'y a plus de marmite. Qu'est-ce que vous voulez? Mais par contre, c'est vrai que si on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Et puis, qu'est-ce qui serait bon pour nous? Et on n'est pas dans cette posture de, OK, je fais plaisir, je n'ai pas de plaisir, tout ça, mais je vais en donner à l'autre. Je crois que ça, c'est dommage de rentrer là-dedans parce qu'en fait, même si au début, vous pouvez rentrer dans cette logique, n'y allez pas si au bout d'un moment, vous n'avez pas de plaisir à donner du plaisir. J'ai envie de vous dire une chose essentielle. Maintenant que nous sommes tous des grands, nous pouvons avoir des orgasmes parce que l'autre a un orgasme. Un orgasme, c'est une vague de vibrations aussi. Quand on a des orgasmes qui sont comme ça, très puissants, pas seulement génitaux, mais parce qu'il y a énormément d'amour, il y a une collecte de plaisir à différents endroits du corps qui s'accumule, en fait, ça nous attrape comme une vague. Même si on nous titille le lobe de l'oreille, pourquoi pas? C'est pas forcément toujours les représentations qu'on en a. Mais cet orgasme, ce plaisir que l'on va avoir, en fait, l'autre peut en bénéficier aussi, même s'il n'y a pas de pénétration.
fait d'être en peau à peau, l'un contre l'autre, et d'avoir cette connexion du cœur. Je suis désolée, ça fait un peu bisounours ce que je vous dis, mais je vous jure, c'est vrai. Faire l'amour, c'est aussi ça, c'est une connexion de son âme, de son cœur, de son corps, même si ça dure 15 minutes. Enfin, même 15 minutes, c'est long. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué la méditation, mais moi, faire taire ma tête 30 secondes, si j'y arrive, je me dis, oh, j'ai fait une méditation de malade. Je fous, j'en suis heureuse. Donc, il n'y a pas de petit plaisir. Mais cet orgasme, il se partage. Il y a une question essentielle, je crois, dans le plaisir aussi, c'est pour qui je jouis. Pour faire plaisir à l'autre, à la société qui me dit que même avec une maladie, je dois jouir pour détendre mon corps, ou est-ce qu'à la base, c'est aussi pour moi, et dans ce moi, il y a aussi la relation. Donc, pourquoi est-ce que l'orgasme de l'autre ne me permettrait pas aussi de remplir chez moi mon cœur et que je puisse le sentir dans mon corps? Comment vous croyez que des personnes très, 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 très âgées font l'amour, bon sang? Mais ils ont l'habitude, ils ont quelques printemps d'expérience, donc ils connaissent leur corps. Pour ceux qui ont échappé à la croyance que passé un certain âge, ça ne vous chatouille plus. C'est archi faux, archi faux. Plus on avance dans l'âge, plus on connaît son corps et moins on a besoin d'y passer des plombes pour avoir beaucoup de plaisir. Moi, vivement que je sois très vieille, c'est fantastique. Et du coup, bien sûr que la sexualité évolue avec l'âge, mais en fait, elle évolue à toutes les périodes difficiles de notre vie, vous ne trouvez pas? Donc, la question est toujours la même. Comment est-ce que je vais pouvoir m'autoriser encore à avoir du plaisir, à en donner à mon partenaire et à alimenter notre nous? Parce que ça, c'est un truc sympa. On peut s'engueuler, on peut mourir de peur aussi l'un pour l'autre, mais cette intimité-là, c'est un moment de qualité extraordinaire. Et parfois, on peut aussi, dans tous nos sens, avoir énormément de plaisir jusqu'à un orgasme. On peut avoir un orgasme culinaire, gustatif, ou en regardant des paysages fantastiques. Et il ne faut pas croire que c'est des pipis de chat, ces plaisirs-là. Pas du tout. Si vraiment on s'autorise à sentir dans notre corps le plaisir que l'on peut avoir, même en regardant un paysage, en fait, ça aussi, c'est gagné. Hop, ça alimente, c'est du bon petit bois pour notre feu du désir, tout ça. Vous commencez à comprendre, je pense, toutes ces histoires. Ben oui, c'est des explications positives parce que la sexualité, c'est joyeux. Et je n'aime pas du tout qu'on se laisse aspirer par il faut faire l'amour comme ça, c'est ça l'amour. Oui, on en a peut-être profité une période, peut-être même, encore une fois, c'était pas fantastique. Mais bon sang, chaque jour qui passe, soyez vierge, chaque jour qui passe. Moi, c'est ce que j'ai décidé. Et je trouve que ça me permet d'avoir toujours une candeur fantastique. On a le droit de ne plus avoir de désir. Et je crois qu'avec sa tête, on peut aussi aller chercher ce petit feu-là. Peut-être que ça passe par de la complicité avant qu'il y ait un contact corporel. Mais voilà, il faut retrouver, je crois, le lien de l'intime. Et des fois, c'est aussi d'aller marcher main dans la main dans la forêt, de se regarder, de s'embrasser. C'est déjà faire l'amour, moi, je trouve. Vous trouvez pas? C'est moche le mot préliminaire. Je trouve ça insupportable. Alors, version maintenant ado, c'est les prélis. Non, moi je crois que tout est amour en fait. Après, en fonction du lieu où on se trouve, ça s'exprime de plus en plus intensément. Et c'est ce que j'ai vu chez des couples vraiment très âgés. Cet amour érotique, avec énormément de pudeur, mais c'était fantastique d'être à leur côté. C'était fantastique parce qu'il y avait au fond de leurs yeux ce petit feu de vie qui était là et qui étincelait. On choisit pas, je crois, on choisit pas la taille de la bougie de notre vie. On ne sait pas combien de temps on va durer. Par contre, je crois qu'on a vraiment beaucoup à jouer sur la taille de la flamme. Et puis des fois, on a le droit juste
de juste brioter un petit peu. On a le droit, hein. La vie, c'est pas toujours très rigolo, mais souvent, c'est quand même vachement bien d'être lumineux, je trouve. Et ça demande pas plus d'efforts. Il y a déjà tellement d'adaptations à faire au quotidien. Et ben oui, c'est vrai. J'ai une petite phrase que j'aime beaucoup, je vous la partage parce que j'espère que vous la recevrez avec tout l'humour que je vous partage ce soir. C'est que je me dis que la vie, c'est pas du couscous. On choisit pas les morceaux qui sont dedans. Là, on se dit pas, bah là, je veux un couscous royal, un couscous. Non, non, la vie, on ne choisit pas les morceaux dedans. Par contre, notre responsabilité, c'est de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir apprécier le couscous qu'on a devant nous. Et puis, on peut décider de le manger avec ses mains, avec sa fourchette, avec une cuillère, on s'en fout. L'important, c'est de le manger et puis d'en profiter. Voilà, même si on n'aime pas le poulet, les couscous, les merguez ou quoi que ce soit, c'est pas grave, on s'arrange. Et c'est fluctuant, c'est ça qui est bien. C'est que rien n'est gravé dans le marbre. Ça, moi, j'aime assez, vraiment, hein. Je trouve que ça nous donne énormément de pouvoir, en fait. Parce que si tout était figé, ben, on n'aurait pas la main sur grand-chose. Et c'est paradoxal, parce qu'on a envie de tout contrôler. Ben oui, vivre, ça fout la trouille quand même, hein. C'est fou, hein, tout ce qu'on ne maîtrise pas dans cette foutue vie. On a toujours plein de projets et puis on veut faire les choses comme ça parce que forcément, on a acquis une telle sagesse que ce qu'on pense, c'est la meilleure façon de faire. Bon, ben, c'est aussi chouette de se dire que oui, on a acquis vachement de choses et puis des fois, pour le même résultat, ben, il y a plusieurs chemins. Et ben, la sexualité, c'est pareil. Le même résultat, c'est explosion d'orgasme. Ben, il y a plusieurs chemins pour ça. Voilà, il n'y a pas qu'une histoire d'érection et de vagin. Il y a aussi tout un tas d'autres choses. Et ça ne fait pas de nous des personnes décadentes. Je crois qu'on a le droit aussi d'avoir des envies très fluctuantes. Ça fait pas de nous des gens tordus. On peut aussi aller dans des envies qui soient un peu plus brusques, un peu plus fortes ou complètement plus lentes. Ça fluctue la sexualité. Voilà, c'est pour ça que j'aime mieux l'appeler l'érotisme. Je trouve que ça nous dédouane un peu de quelque chose de très sérieux, de très rangé. Et je voulais quand même vous parler aussi des sextoys avant qu'on se quitte, parce que c'est vrai que on en parle beaucoup. Je sais pas que j'ai des avis dessus. Je pense que c'est comme tout objet qu'on ne connaît pas au début. C'est bien d'avoir un petit mode d'emploi et après de faire ce qu'on veut. Alors c'est un moment de solitude certainement que d'aller acheter un sextoy dans un magasin. D'ailleurs, ils sont pas faits pour, hein. Souvent, ils sont assez masqués. Bon, alors si ça s'ouvre un peu maintenant, il y a des sex shops de luxe dans des beaux quartiers qui sont très jolis. On voit de dehors, mais quand même, de rentrer dedans, ça reste encore un peu difficile. Et tout de suite, quand vous rentrez, il y a quelqu'un d'adorable, et je vous jure, n'est pas du tout habillé en bunny, hein, ça c'est fini. Vous demande, oui, que désirez-vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, au début, on peut se dire, je vais regarder par moi-même et puis je prends le premier truc. Détrompez-vous. Enfin, je veux dire, c'est d'une haute technologie. Il y a des trucs, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et la livraison en ligne, c'est très discret. Merci de le dire. Mais vous n'avez pas de mode d'emploi. Ça paraît cucu, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est vrai que du coup, malgré tout, je crois qu'il vaut mieux aller se taper un bon gros fou rire en magasin, parce que dépasser le stade de qu'est-ce que vous voulez, vous l'aimez comment et vous voulez, ok. En fait, on peut vraiment se marrer et avoir pour le coup un jouet qui va vraiment correspondre à ce que l'on vit, à ce que l'on est, à notre morphologie et à notre problématique. Ce ne sont pas généralement dans les boutiques, enfin les vrais sex shops, ce ne sont pas des vendeurs comme ça. Je veux dire, c'est des gens qui ont une vraie expertise et qui vont du coup vraiment pouvoir vous guider. Si vous voulez y aller déguisé, allez-y. Alors gardez votre masque, mais de grâce, ça c'est quand même beaucoup mieux parce que ça permet vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé. D'y aller en couple, pour le coup, vous allez vous marrer. Et voilà, vous avez vu là le petit bois, fuite, dans le feu du désir, fuite.
Parce que c'est aussi, ça peut être une façon justement d'aller regarder différemment des plaisirs en étant deux. Je crois qu'il y a tellement de choses qu'on peut essayer aussi de vivre soi-même du plaisir dans son corps tout en ayant l'autre en face ou que l'autre se donne du plaisir alors qu'on est en face. Enfin, vous voyez, c'est ça la créativité aussi, c'est de venir se demander ah non mais ça je pourrais jamais me toucher devant l'autre, déjà me toucher non, alors en plus devant l'autre, ok mais alors pourquoi pas? Et rappelez-vous toujours cet endroit très chatouilleux de notre corps qu'on supporte pas, au bout d'un moment on chatouille mais en fait on y est tellement habitué que on n'y est plus chatouillé, ça deviendrait peut-être même agréable comme. Et ben ça c'est pareil, c'est de se dire ça vraiment vraiment j'aurais jamais voulu faire ça. Ok, mais pourquoi pas? Et si on se marre en plus, parce que ça fait peur, parce que je vais avoir des mauvaises pensées de moi, je vais mal me juger. Vous savez cette petite voix qu'on a là-haut et qui nous dit toujours tout un tas de trucs. Je vais vous donner une astuce. Quand ce petit juge intérieur vous dit des choses comme ça qui sont pas forcément très sensées, mais très, très, très ancrées, envoyez-lui des petits baisers. Oui, 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 oui. J'entends. Non, c'est vraiment pas convenable du tout. Ça ferait vraiment de moi quelqu'un de déplacé, de pervers, autre ce que vous voulez. Oui, 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 oui. Et le couple, c'est sacré. Donc, quand il y a cet échange et cette discussion et cette possibilité de dire stop, là, ça ne va pas du tout, je ne suis plus dedans. Ok, on arrête. Personne ne va être fâché. Ou, ok, n'oubliez pas hein, votre contrat d'amour à durée déterminée. Je t'autorise à être fâché 35 minutes quand on essaye de faire l'amour. On fait l'amour et qu'au bout d'un moment, je dis stop. Ah, si, marquez-le dans votre contrat d'amour. Et à la fin, vous pouvez dire aussi que vous acceptez 1 à 2 modifications, 1 à 2 propositions supplémentaires et signer, c'est acté. Et on l'accroche sur le frigo. Merveilleux. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Ou si vous préférez en parler à Sandy ultérieurement de manière plus discrète, comme vous préférez. Voilà, c'est ouvert. Bon, j'espère que ça a alimenté le feu du désir de votre vie. Vous avez compris que vous pouvez ramasser et du tout petit bois, d'ailleurs c'est celui qui sent généralement le plus bon, et puis des gros rondins aussi. Enfin voilà, c'est le désir de vivre et d'être ensemble, c'est bien. Ça demande un peu de rompre les habitudes et les croyances, mais en fait, vous allez voir, une fois qu'on commence à s'amuser, à rire de nouveau ensemble, et ça, c'est pas péché. Il y a plein d'autres choses qui peuvent se mettre en place au niveau du corporel, même si vous aviez l'habitude avant de faire des choses. Bon, voilà, tout est toujours possible. Vous avez vu, hein, dans la vie, hein, on ne sait pas pourquoi, mais tout est toujours possible, hein, même l'inattendu. Soyons prêts à avoir une vie intime extraordinaire. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci beaucoup, Sandy. Merci beaucoup, c'était joliment dit et vraiment ravie d'avoir assisté à ce webinaire. C'était très joli. Ah, chouette, mais j'adore votre sourire. Ah, merci. Ah oui, j'ai remis la caméra. Je partage aussi cet avis. J'ai été ravie d'assister à cette présentation et qui était sublimement racontée et expliquée et qui est très encourageante aussi. Parce que, alors, même si le feu, il est toujours un peu là, alors là, c'est un peu personnel, mais il y a toujours des petites barrières qui sont toujours là et voilà, et c'est ces petites barrières-là qu'il faut juste pousser parce qu'il n'y a même pas besoin d'énormément de force, mais effectivement, ça redonne un petit peu d'élan pour pouvoir pousser ces barrières et puis aller de l'avant et passer ces quelques obstacles sur cette période en CDD. Et même au-delà d'une maladie chronique, je pense que je vais transférer le webinaire à quelques-unes de mes amies ou amis parce que je pense qu'il y a des choses qu'on oublie en vieillissant. Et même aux ados, ça pourrait bien. Merci. Mais vous voyez, ce que je trouve formidable, c'est que
on parle d'érotisme. On n'a pas beaucoup échangé du coup, mais vous avez un sourire extraordinaire parce que dès qu'on touche à cette partie joyeuse de soi, enfin, franchement, rien que ça, moi, ça me détend du bassin, quoi. Ah, C'est vrai. Mais oui, donc de partager ça avec son partenaire, je trouve que c'est génial, quoi. Et Mais rien que le fait, moi, je lui ai dit, bah, écoute, je vais participer à un webinaire animé par une sexothérapeute. Voilà. Et rien que ça, en fait, mais enfin, je pense que je vais pas poser la question, mais je pense qu'il s'est dit, ah, mais elle essaye de faire des choses quand même. Enfin, voilà. Bon, après, c'est pas un sujet tendu, on en parle beaucoup, etc. Mais c'est des petites plus, des petites, des petits morceaux de bois qu'on essaye de ramener l'un et l'autre. Et ben, voilà, rien que de lui dire ça, je pense que ça lui a beaucoup fait plaisir. Et puis, on va échanger ce soir sur le contenu et on va continuer d'avancer comme ça. super, ben oui, super. Merci. Et pour les copines, je vais y penser aussi. Oui. Ah non, mais à partager sans modération. Je vous enverrai la vidéo une fois qu'elle est éditée, ça prend quelques jours et puis je vous envoie ça de toute façon. Et puis voilà, en tout cas, c'est la première fois que je termine un webinaire avec autant de sourires radieux sur les visages. Ça fait plaisir. Et je voulais faire, du coup, pour terminer, si tu m'autorises, Béatrice, un petit lien avec le fait de se sentir apaisé dans son intimité et à quel point ça a aussi une répercussion jusque dans son entourage, avec ses amis et jusque dans son milieu professionnel. Moi, vraiment, s'il y a un truc qui me touche, c'est de me dire si je suis bien dans mon slip, je suis bien dans mes pompes ou que mes pompes, du coup, m'emmènent. Et l'intimité, c'est la chose à laquelle, finalement, on en parle beaucoup, mais il ne se passe pas toujours grand-chose, à part des injonctions. Je crois que vraiment, une fois qu'on est détendu du slip, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus solidaires à vivre. Voilà, c'est l'intimité, c'est un truc génial et puis voilà, le couple pour moi, je trouve que c'est important. Qui attachera mes lacets ou frottera mon dos. Enfin voilà, on est en plein dedans aussi. Et puis ça évolue différemment, mais un compagnon de route sur le tandem. Oui. Et ça dépend quel genre de salon, mais. Merci beaucoup, Sandy. Merci à vous. Béatrice, on attend tes enregistrements. Yes, et le mardi prochain, du coup, revenez pour la sexualité du célibataire avec la maladie chronique. Et il y en aura donc, du coup, un dernier, ou peut-être pas d'ailleurs, en septembre, sur justement, je vais laisser Sandy présenter parce qu'elle va le faire mieux, quoi. Oui, non, mais tu l'as très bien, tu le dis aussi. C'est en septembre, du coup, on parlera de la sexualité quand on est aidant. D'accord. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Très intéressant, ça. Ouais. Parce que ça influe aussi énormément, la sexualité, quand on est aidant. Qu'on soit en couple ou célibataire, d'ailleurs. Mais le fait d'être aidant, d'un proche ou d'un enfant, ça perturbe énormément les choses. C'est vrai. Merci beaucoup, merci à toutes. Je vous enverrai la vidéo, les invitations et merci pour votre participation. Et puis voilà, si vous avez besoin de m'envoyer un mail pour qu'on échange brièvement, ce sera avec plaisir.